on avait fait. Voilà, donc je viens de déclencher l'enregistrement. Je vais donner la main à Laurence de manière à ce qu'elle passe à la présentation des nouveautés de COA 1911. Voilà, Laurence, je te nomme animateur et tu dois pouvoir maintenant partager ton écran et puis commencer ta présentation. Laurence, je te donne la parole. Oui, alors je pense que ça doit être ça. Voilà, Ça marche là? exact. Oui, ça marche. Voilà. Alors, en fait, je vais présenter les nouveautés, enfin certaines des nouveautés de COA 1911, mais pas seulement de COA 1911. On va faire embarquer aussi COA 1905, puisque pour nous, la majeure partie de nos clients sont en 18.11, donc ça fait un saut de 2 versions. Donc, j'ai pioché un petit peu dans les 2 releases pour vous présenter des fonctionnalités qui me semblaient intéressantes. Il n'y a pas toutes les nouveautés. Pour retrouver l'intégralité des nouveautés et des améliorations, ce sont les release notes officielles sur le site communautaire. Et sinon, il y a deux... vous le voyez, ce petit truc-là? Oui, 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 on voit. Ça ne gêne pas? doc.biblibre.com. Voilà, donc il y a doc.biblibre.com. Dans la rubrique COA Release Note 1911, vous avez un lien vers 2 documents qui sont les principales nouveautés et améliorations des versions 19.05, 19.11, où vous aurez plus d'informations par rapport à ce que je vais vous présenter ce matin. Donc, on va commencer. J'ai un petit truc noir là, Paul, je ne sais pas si vous le voyez sur le Non, partage. non, on ne le voit pas. Alors, je Deux crois que tu peux people le avant déplacer. turn. Ouais, bah, tu dois pouvoir le déplacer. Si tu le fais glisser, nous, on ne le voit pas, D'accord. mais Bon, tu bah, dois j'espère pouvoir que le ça ne va pas me déplacer. déranger si vous ne le voyez pas. Moi, ça m'embête un peu. Quoi? Mais tu ne peux pas le déplacer? Non, Ah, c'est la salle d'attente. Il y a 2 personnes dans la salle d'attente, en il y a fait. 2 personnes dans la salle d'attente. Ah, alors ça, je l'ai loupé. Ah, bah, il faut que tu les accueilles. C'est ça. Il faut que comme je ne suis plus animateur, je ne peux plus le faire. Il faut que tu ailles Ok, dessus et que tu fasses accepter. Voilà, 34. voilà, c'est fait. D'accord, ok. Voilà. Et du coup, ça disparaît, c'est ça? Et du coup, ça disparaît. Ouais. Voilà. Donc bonjour aux 2 derniers qui viennent juste d'arriver. Laurence, commencez sa présentation. Et donc, je vais commencer par la présentation de Mana, puisqu'une des nouvelles fonctionnalités de ces versions, donc en 19.11, c'est la possibilité de s'interconnecter avec Mana KB. Donc, Mana KB, c'est une base de connaissances qui est externe à COA et qui va permettre d'échanger, de partager, de mutualiser, notamment les modèles de numérotation périodique et également des rapports SQL et à terme des commentaires des fournisseurs, etc. Donc pour l'instant, on a accès déjà au modèle de numérotation de périodique et aux rapports et à l'échange des rapports SQL. Alors pour configurer Mana, il y a 2 accès en fait. Au niveau de l'interface d'administration de COA, dans les paramètres divers, on a la possibilité de partager du contenu avec ManaKB, où on active la fonctionnalité. On peut choisir de partager les abonnements de façon automatique, c'est-à-dire dès que vous allez vous créer un nouvel abonnement, il sera envoyé automatiquement à Mana, ou alors on peut choisir de ne pas le partager automatiquement et de le faire volontairement au coup par coup. Pour pouvoir se connecter à Mana, à la première connexion, vous devez générer un jeton. Donc, en cliquant sur réinitialiser votre jeton, vous êtes accueilli sur l'interface de Mana et vous avez la possibilité, en saisissant votre mail et un nom, qui peut être le nom de votre établissement, de générer un jeton qui vient s'implémenter ici. On a également des préférences système Mana qui récapitulent en fait les informations qui ont été collectées ou saisies au niveau de l'interface d'administration. Donc la possibilité de partager automatiquement ou pas, on peut changer cette préférence ici. Le fait d'activer Mana et un rappel du token qui permet de s'authentifier à Mana. Donc une fois qu'on est connecté et en lien avec Mana, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on est dans le module périodique?
alors j'ai déjà des abonnements, hein, donc je ne vais pas forcément repartir complètement de zéro. Mais par exemple, si je veux créer un nouvel abonnement, donc j'en ai déjà un, mais peu importe, là c'est pas la question aujourd'hui. J'ai un titre qui est le magazine littéraire. Je veux créer un nouvel abonnement pour ce titre de périodique ou créer un abonnement pour le titre. Donc la première étape, là, je passe. Et c'est à partir du moment où on passe sur la deuxième page, vous voyez que si l'abonnement a été trouvé dans Mana, on a un petit pop-up ici, une petite alerte qui me permet d'afficher les résultats, donc les différents modèles de numérotation qui ont été repérés dans Mana pour ce titre-là. Donc avec des informations, titre, l'édition, la périodicité, les volumes de numérotation. Donc là, j'en ai qu'un, tout va bien. Si ça me convient, je peux choisir d'importer ce modèle et de continuer la création de l'abonnement avec les informations qui ont été importées, c'est-à-dire la périodicité et le modèle de numérotation. Je vais refaire la même opération avec un titre qui a cette fois-ci plusieurs abonnements dans Mana pour vous montrer un petit peu la façon dont ça se présente. Donc pareil, je crée un nouvel abonnement pour ce périodique. J'ai des abonnements qui ont été trouvés sur la base de données Mana, la base de connaissances Mana. J'affiche les résultats et cette fois-ci, j'en ai plusieurs. Donc on voit qu'en fait, on peut avoir plusieurs fois le même titre, ici, plusieurs fois le même ISSN, et donc des modèles différents avec des périodicités qui sont légèrement différentes, voilà, selon la façon dont ça a été créé et partagé par les bibliothécaires. On a ici un par mois, on a mensuel et on a différents modèles de numérotation. On peut, dans certains cas, avoir des commentaires ici, puisqu'on a la possibilité d'ajouter des commentaires si on considère que le modèle ne convient pas, ou il est obsolète, ou le périodique va changer, etc. Donc on n'a pas de... Si vous importez plusieurs fois le même modèle dans votre dans Koha, il ne sera importé qu'une seule fois. Donc une fois que le modèle est je vais aller jusqu'au bout là. Modèle de numérotation numéro Mana. Je peux l'enregistrer là. Et en fait, le modèle, une fois qu'il est créé, vous le retrouvez dans l'interface de gestion des modèles de numérotation. Et là, on n'a plus, d'ailleurs il était là, on n'a plus la mention de savoir qu'il vient de Mana à ce moment-là. Si vous importez plusieurs fois ce même modèle depuis Mana, qui s'appelle numéro et présenté de cette façon-là, avec les mêmes paramètres d'évolution, il ne sera créé qu'une seule fois dans Koha. Donc ça, c'est la façon dont on peut récupérer un modèle de numérotation qui existe dans Mana. Inversement, si vous créez un modèle sur un abonnement qui n'existe pas, alors si je fais un autre titre là, je ne vais pas l'avoir. Je ne vais pas en créer un nouveau, mais juste pour vous montrer que sur les abonnements que vous avez créés, et même pour ceux qui ont déjà été importés de Mana, pour un abonnement existant, vous avez le bouton partager ici qui apparaît. Et donc partager, ça vous permet de partager le modèle avec Mana. Donc celui-ci n'a pas été trouvé dans Mana, vous pouvez choisir de le partager. Je ne vais pas le faire parce que c'est un modèle un peu pas terrible. Mais donc, vous pouvez choisir de l'envoyer à Mana. Inversement, si vous avez un modèle qui est déjà partagé, je dois en avoir un là, je pense. Voilà. Si l'abonnement est déjà lié à un modèle d'abonnement Mana, vous avez une alerte au moment de le partager.
Et donc, si dans la configuration, vous avez choisi de partager automatiquement les abonnements avec Mana, vous n'avez pas ce bouton partager ici. C'est-à-dire que dès que vous allez créer un nouvel abonnement, il sera automatiquement envoyé. Vous avez également la possibilité de signaler une erreur sur un modèle, sur le modèle correspondant. Donc ça, c'est la première partie de ce que permet Mana actuellement, le partage des périodiques. La deuxième partie, c'est le partage et la récupération de rapports sauvegardés. Donc dans le module rapport, au niveau des rapports sauvegardés, lors de la création d'un rapport, vous avez la possibilité de rechercher un nouveau rapport SQL de MariaKB en faisant une recherche. Alors pour l'instant, dans la base Mana, il y a essentiellement des rapports anglophones. C'est pour ça que je vais chercher sur le terme en anglais. Mais l'idée, c'est qu'on trouve aussi les rapports Unimark qui intéressent les communautés francophones. Et donc, vous avez la liste des rapports qui contiennent le terme recherché avec la possibilité d'importer le rapport. Donc là, quand il est importé, il est directement enregistré. Je peux éventuellement le modifier et puis ensuite l'exécuter de façon classique par la suite. Donc je peux récupérer un rapport depuis Mana et inversement, un rapport que j'ai créé, j'ai la possibilité ici au niveau des actions de l'exporter et de le partager vers Mana. Donc nécessaire, la note descriptive est obligatoire avant de pouvoir partager. J'en ai un autre avec une note descriptive là. Pouf. Et celui-ci, je peux le partager maintenant. Donc voilà pour ce qui concerne Mana, une première fonctionnalité importante. Alors, je t'interromps, Laurence, parce qu'il y a eu deux questions Ouais. sur le chat. Séverine demande de ManaKB, est-ce que c'est une base de connaissances libre, mutualisée? Donc, je pense, Mathilde, Séverine, que vous avez trouvé la réponse vu la fin de la présentation de Laurence. Elle est libre dans le sens où, bah oui, parce que c'est chaque établissement qui va partager les choses. Donc, ça n'est pas une base qu'on a récupérée de nulle part. C'est une base qui est collaborative et construite tous ensemble, qui pour l'instant contient assez peu de choses, mais elle contiendra énormément de choses, d'autant plus de choses que vous vous inscrirez et vous partagerez vos modèles de numérotation et vos rapports SQL. Est-ce qu'elle est mutualisée? Ben oui, vous avez probablement aussi compris que le principe, c'est quand depuis votre COA vous partagez avec le mutualisé, avec le serveur central de Mana, et n'importe quel établissement peut avoir accès au rapport ou au modèle de prévision que vous avez partagé. La deuxième question, c'est une question de Mathilde. De rien, Séverine. La recherche se fait sur tous les mots ou sur le titre des rapports? Oui, la recherche se fait sur le titre des rapports et aussi sur le contenu SQL. Hein, Laurence, je ne dis pas de bêtises. Hein. Et sur la description. Et sur la description, voilà, c'est ça. Le titre, la description et le SQL lui-même. Voilà. Une petite chose que Laurence n'a pas dite, lorsque mais vous avez peut-être vu, lorsque vous partagiez, c'était marqué partage le choix d'une langue. Donc quand on partage un rapport ou un modèle de numérotation, on va lui dire dans quelle langue on a exprimé le rapport. Ce qui fait que, puisque c'est une base mutualisée au niveau mondial, là on voit la liste des langues qui sont activées dans l'interface pro. Donc nous, sur la base de démo, on a activé l'allemand, le hollandais, l'italien, etc. Mais si vous, votre COA n'affiche que du français, vous n'aurez que des rapports ou des modèles de numérotation en français et vous ne partagerez que des modèles de numérotation et des rapports en français. Voilà. Laurence, il n'y a pas eu d'autres questions, je te rends la parole. Ok, donc on va changer complètement de sujet. Sur ces deux versions, il y a un certain nombre d'améliorations qui concernent, enfin d'améliorations, de changements qui concernent la gestion des frais, des amendes, de la comptabilité. Donc vous allez voir que là, il y a un peu des choses qui changent. Donc l'onglet
l'onglet qui faisait polémique dans ses libellés a été renommé, le fameux onglet amende, s'appelle désormais comptabilité. Et il y a un certain nombre de préférences système nouvelles qui sont arrivées pour gérer des comportements au niveau de l'encaissement des frais. Donc on a un onglet comptabilité avec 3 nouvelles préférences système. Une qui permet de gérer la façon dont on peut déduire ou non les crédits des sommes dues par les adhérents. Donc ça peut être fait automatiquement ou pas automatiquement. On peut, lors de chaque paiement, avoir un petit pop-up qui s'ouvre pour l'impression du reçu, qui s'ouvre automatiquement. Et on a la possibilité d'ajouter des caisses enregistreuses qui permettent ensuite d'être utilisées dans les statistiques et au moment de chaque paiement, de préciser quelle caisse a fait l'encaissement. Une caisse pouvant être rattachée, devant être rattachée à une bibliothèque. Autre changement concernant cette partie-là, certains d'entre vous se souviennent peut-être, on a actuellement, jusqu'à la version 18.11, une ou plusieurs listes de valeurs autorisées qui permettent de contrôler le type de crédit, le type de débit, notamment manual invoice. Donc ces valeurs autorisées n'existent plus, elles sont transformées par des tables spécifiques d'Ancoa, ce qui fait qu'au niveau de l'interface d'administration, on a une nouvelle rubrique qui s'appelle comptabilité et qui permet de gérer les types de débit et bientôt aussi les types de crédit, mais pas dans la version 19.11 tout de suite là. Et donc, on peut définir les types de facturation en fait, qu'on peut mettre au lecteur, qu'on peut facturer au lecteur, notamment d'indiquer si on peut faire une facturation manuelle pour ce cas-là ou pas. On peut également définir un montant par défaut. Et important, on peut limiter les types de factures à une ou plusieurs bibliothèques. Ça, c'était une demande qu'on avait eue de plusieurs de nos clients qui gèrent de la régie. Et donc, ça arrive avec cette version-là. Donc, concrètement, quand on fait des factures ou des encaissements au niveau du client, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on a un onglet, les onglets ici ont été renommés, comptabilité, transactions, encaissées, puis facture manuelle et crédit manuel. Donc ici, si je crée une facture manuelle, par exemple, donc j'avais choisi, ici, je retrouve mes types de facturation. Donc, avec le montant par défaut qui s'est positionné. Voilà. Si je veux, donc j'ai la liste des transactions avec la possibilité d'imprimer, d'annuler un paiement, de voir le détail. Le détail ici, alors ça c'est quelque chose de nouveau aussi. Je vais voir là par exemple. Au niveau du détail, on peut voir donc du détail d'une facturation qui a été faite et déjà payée dans ce cas-là. On peut voir la facturation en elle-même et on peut voir le détail des paiements. Donc ici, par exemple, pour cette facture de 1 €, j'ai eu un crédit qui a été fait et j'ai eu un paiement. Donc on a maintenant vraiment la possibilité de rattacher les paiements au crédit, enfin les paiements aux factures et de voir comment a été fait le paiement d'une facture et de voir toutes les opérations qui peuvent être liées entre elles. Donc là, si je reviens sur la facture manuelle que je viens de faire, je vais l'encaisser. Donc je peux choisir de payer le montant. Donc là, ce qui est nouveau, donc là j'ai toujours le type de paiement. Donc si j'ai défini une caisse enregistreuse, je la vois au niveau du paiement ici, cash register, avec la caisse ici qui est rattachée à mon site de connexion. Et je peux choisir, ce qui est nouveau aussi, c'est paramétrable, hein, tout ce que je vous montre là c'est configurable, on peut l'avoir ou ne pas l'avoir. Je peux dire que j'ai trop perçu de l'adhérent. Donc l'adhérent là, il va me donner 2 €. Et donc si je confirme, j'ai une alerte qui me dit le montant perçu est supérieur au montant payé. Voilà, est-ce que je confirme quand même le paiement avec un indicateur de la monnaie à rendre.
Voilà. Et comme j'ai activé la préférence système qui me dit ouvrir le pop-up pour imprimer le reçu dès que je fais l'encaissement, j'ai à ce moment-là l'ouverture, la possibilité d'imprimer directement le ticket. Alors vous voyez qu'en fait, il y a encore beaucoup de choses en anglais sur cette version. Les traductions sont très imparfaites. Le modèle, les reçus, etc., ça peut être, ça sera mis en français. D'autant plus que tous les modèles d'impression qu'on retrouve ici sont désormais gérés comme des notifications, donc dans l'outil de notification. On a la possibilité, donc vous aurez la possibilité dans les notifications et tickets, on a des nouvelles notifications qui concernent les comptes, donc débit, crédit, paiement et write-off, c'est le perte et profit, et vous pouvez déterminer le contenu du ticket de paiement. Donc voilà pour ce qui concerne les transactions et la régie. Donc bien entendu, les conséquences de ça pour ceux d'entre vous qui utilisent déjà, qui font de la régie avec des rapports de régie, c'est ça va entraîner une modification de certains rapports de régie pour prendre en compte les nouveaux types de débit. De même, de façon interne, les codes qui correspondaient aux différentes transactions, même les transactions automatisées, les amendes, les facturations pour exemplaires perdus, etc., les codes ont changé. Donc, il y aura de la mise à jour de rapports SQL, de rapports statistiques ou de rapports de régie à faire. Voilà. Il y a eu, Laurence, il y a eu une question de Hello sur le sujet, Mathilde qui confirme la question. Est-ce qu'on va pouvoir avoir des numéros de factures et du coup faire un listing avec les factures? Parce que sinon, on va continuer à remplir des carnets à souche à la main. Alors, c'est pas dans la version 19.11, mais c'est un développement qui nous a été commandé par la médiathèque de Chambéry, qui est réalisé, qui est rebasé en 19.11. Non, d'ailleurs, Rebaser, c'est ça même pas veut... Chambéry qui nous a demandé ça. Mais bref, on a fait le développement qui permet d'avoir une incrémentation effectivement des paiements. Donc un numéro incrémental pour les paiements. Et donc, il sera disponible en Et 1911. donc, nous, on le rebase pour 19.11, donc il pourra être disponible en 19.11. Ouais. Rebasé, pour ceux qui ne comprennent pas le terme un peu technique, il a été développé pour une version après 1911, mais on l'a adapté pour qu'il puisse s'intégrer dans la 1911. Voilà, et puisque j'en suis là à dire les développements qui ne font pas partie de la version pour l'instant, mais qu'on a fait, on pourra désormais, donc les types de crédits pourront être définis dans les tables exactement de la même façon que les types de débit. Et on aura la possibilité d'annuler, je suis où là, d'annuler une facturation. Donc là, on peut annuler un paiement, on pourra aussi annuler une facturation. Voilà, les évolutions qui arrivent sur la régie. Hello trouve que c'est cool. Et je te rends la parole. Donc j'en ai fini avec cette partie de régie. Je vais rester sur la fiche adhérent, en lien avec les adhérents, avec des fonctionnalités qui vont intéresser certains d'entre vous. Je pense notamment aux BU ou aux écoles, qui est la possibilité maintenant de définir, ça se fait par catégorie adhérent, donc de définir au niveau des catégories adhérents si on autorise les lecteurs à changer ou non leur mot de passe ou à réinitialiser leur mot de passe à l'OPAC. Donc pour l'instant, ça concerne les bibliothèques qui utilisent l'OPAC de Koha. Pour l'instant, c'était un petit peu tout ou rien, c'est-à-dire soit on autorise la réinitialisation ou le changement de mot de passe, soit on l'interdit. Maintenant, c'est possible par catégorie adhérent. Ça veut dire que donc on peut autoriser, interdire par catégorie la réinitialisation et ou le changement du mot de passe. Et ça, c'est très intéressant pour les bibliothèques qui ont des utilisateurs qui se connectent via un annuaire LDAP, via un CAS ou un Shibboleth, par exemple, pour lesquels jusqu'à présent on ne pouvait pas permettre la modification du mot de passe via l'interface de Koha, et qui pourront donc maintenant le faire pour leur lecteur extérieur. Voilà, donc ça permettra d'autoriser les lecteurs extérieurs à gérer leur mot de passe directement via l'OPAC de Koha, alors que les lecteurs inscrits dans les annuaires LDAP n'auront toujours pas cette possibilité.
Divers points autres concernant la fiche adhérent. Alors juste un petit point, c'est on peut maintenant, on a l'autocomplétion, y compris en recherche adhérent, hein, plus seulement au niveau de la recherche d'un adhérent pour le prêt. Et on peut ajouter plusieurs garants, ça saute un peu du coq à l'âne tout ça, mais on peut ajouter plusieurs garants à une fiche adhérent, si je vais rester avec l'adulte. Donc des garants qui sont liés, qui sont des fiches de COA déjà existantes, donc ça existe déjà, mais on peut ajouter au niveau de toutes les fiches, y compris les fiches adultes, on a maintenant voilà, d'autres champs ici. On peut rajouter un garant à l'intérieur, enfin des informations spécifiques garant à l'intérieur d'une fiche adhérent quelle qu'elle soit. Et au niveau des fiches enfants, on peut ajouter ici plusieurs garants et on peut y compris ajouter, alors c'est là, on peut y compris ajouter des garants de type enfant. Donc on peut lier entre elles des fiches de type enfant et pas seulement enfant vers type adulte. Voilà, et là donc si je veux en ajouter un autre, peu importe, hein, pouf, voilà, je choisis et j'en ajoute autant que je veux. Alors j'avais fait la manip un petit peu avant. Donc c'est comme ça se passe actuellement, hein, on a les liens vers les différents garants. Donc on pourra rattacher ainsi un enfant à la fois à son père et à sa mère. Ça sera tout à fait possible. On garde les mêmes fonctionnalités, c'est-à-dire que quelle que soit la personne liée, on affiche tous les prêts de la famille sur n'importe quelle fiche. Voilà. Parmi les nouveautés ou les petites améliorations, c'est qu'on a désormais une alerte lorsque l'âge de l'adhérent ne correspond pas à la catégorie. Donc on n'a plus seulement une alerte à la validation de la fiche adhérent, mais directement quand on est positionné sur son compte. Voilà les petites améliorations sur la fiche adhérent. Je me dépêche parce que je vois que ça passe, j'ai encore plein de choses à dire. Et je ne t'interromps pas parce qu'il n'y a pas de questions, il y a juste Oui, des non. super points d'exclamation. Donc de l'adhérent, je vais passer un petit peu, il y a un point ou deux sur la circulation, notamment ici, il y a une nouvelle fonctionnalité, en fait c'est une extension de l'utilisation du statut perdu. On a la possibilité maintenant, c'est ce qu'on voit ici au niveau d'un exemplaire en retard, enfin d'un prêt en retard. Vous voyez, il y a une nouvelle colonne. En fait, ça se traduit par prétendu rendu. Et donc, on a la possibilité, vous avez la possibilité de dire ici, de signaler que l'utilisateur prétend qu'il a déjà rendu le livre. Et hop, vous pouvez choisir, vous pouvez mettre une note ici. Voilà. Donc ici, on n'a plus le lien à ce moment-là. Et on a un onglet supplémentaire qui apparaît, enfin qui est apparu, du coup qui est visible dans la fiche adhérent, qui s'appelle les prétendus rendus ici. Et vous allez avoir la liste des titres que l'adhérent a indiqué qu'il avait rendus. Et c'est également visible au niveau de la fiche. En fait, cette action-là, elle positionne un statut perdu directement sur l'exemplaire, avec un libellé particulier. Alors comment ça fonctionne? C'est pas obligatoire, ça se configure dans une petite série de préférences système qui s'appelle Claim Return quelque chose, qui sont dans les préférences de circulation, où on positionne, on précise en fait quel est le statut perdu donc de la liste lost qu'on va utiliser pour mettre sur l'exemplaire prétendu rendu.
On peut avoir une alerte spécifique si l'adhérent a plus de X exemplaires prétendus rendus, et on peut choisir de positionner une amende en même temps ou pas. Voilà, donc c'est pas le fonctionnement de long overdue, mais ça peut fonctionner un petit peu en parallèle de ce qu'on fait pour les grands retards. Héloïse demande si au retour de l'exemplaire, le statut se met à jour. Si on fait une action de retour, parce que nous, on a retrouvé par exemple dans la bibliothèque le document. Ouais, c'est une bonne question. Je vais pas tester, on va voir. Je pense que du coup, ça doit suivre les politiques. Voilà, donc il y a une alerte. Et après, le fait que le statut est modifié, ça suit il y a d'autres préférences système qui permettent de gérer ça, de savoir ce qu'on fait lorsqu'on fait le retour d'un exemplaire perdu. Est-ce qu'on fait le retour ou est-ce qu'on interdit le retour des exemplaires perdus? Voilà. Donc ça dépend d'autres préférences système. Par contre, on a bien une alerte concernant, alors tout est en anglais ici, là, concernant le statut précédemment, enfin le statut prestant du rendu précédemment positionné. Merci. Voilà. Et pour le prêt, une petite chose, une petite modification, je ne vais pas vous montrer, mais je vous en parle. Sur la préférence système Use Days Mode, donc pour rappel, c'est la préférence système qui permet de préciser quand la bibliothèque est fermée, ce qu'on fait au niveau des règles de prêt, c'est-à-dire est-ce qu'on ignore les jours de fermeture, ou est-ce qu'on ajoute les jours de fermeture à la période de prêt, ou est-ce qu'on rend le document le jour d'ouverture suivant de la bibliothèque. Et là, il y a une nouvelle option qui permet de dire qu'on ne rend pas le jour suivant où la bibliothèque est ouverte, mais le même jour de la semaine suivante. C'est-à-dire que si la date de retour initialement prévue tombe un mardi, enfin, si la bibliothèque est fermée exceptionnellement un mardi et que des documents doivent être rendus ce jour-là, leur date effective de retour ne sera pas le lendemain, c'est-à-dire le mercredi, mais le mardi suivant. Donc ça, c'est une nouvelle option pour gérer, pour repousser les dates à la même date suivante et non pas simplement au lendemain. Pour continuer sur la circulation, on a une petite amélioration concernant les réservations et la présentation. L'affichage des réservations au niveau des notices, c'est configurable par des préférences système également. Vous pouvez, alors c'est intéressant notamment si vous avez beaucoup de réservations, vous avez la possibilité au niveau de l'affichage des réservations du notice de les séparer par site de retrait et ou par type de document, par type de prêt également. Donc là, j'ai fait une séparation uniquement par site de retrait. Et donc au niveau de la priorité, une préférence système permet de gérer si on voit la priorité réelle, c'est-à-dire là, c'est la première personne qui a réservé, la deuxième personne qui a réservé sur un autre site, ou si on voit une priorité entre guillemets virtuelle, c'est-à-dire qu'on verrait un dans tous les... c'est-à-dire d'afficher la priorité uniquement sur le site et non pas la priorité globale. Donc ça permet éventuellement d'y voir plus clair lorsqu'on a beaucoup de réservations. Autre chose sur les réservations, certains d'entre vous connaissent peut-être déjà la préférence système Check Pref Checkout qui permet d'avoir une alerte lorsqu'on prête à un adhérent un document qu'il a déjà emprunté. L'alerte va maintenant s'appliquer également pour les réservations, c'est-à-dire qu'avec cette même préférence système, lorsque vous allez faire une réservation sur un document que l'adhérent a déjà emprunté, vous allez avoir l'alerte. Par exemple ici, si je fais une alerte sur ce document, voilà, l'adhérent a déjà emprunté ce titre. Donc ça fonctionnera en même temps que la préférence système Check Pref Checkout. Et autre chose peut-être qui peut vous intéresser, actuellement on ne peut pas renouveler les exemplaires réservés, même en outrepassant. Il y a une nouvelle préférence système qui va permettre de forcer le fait de renouveler des exemplaires réservés, donc côté professionnel, en ajoutant une date de renouvellement. Donc on aura la possibilité de renouveler le prêt d'un exemplaire, même s'il est réservé côté professionnel.
Je change complètement de sujet pour vous présenter une petite amélioration dans la présentation de la grille de catalogage au niveau de la saisie. Donc dans le module de catalogage, la grille par défaut, vous voyez qu'il y a des petits changements de présentation, notamment avec au niveau des onglets ici. Donc on avait déjà les onglets, hein, mais sous chaque onglet, on a les champs qui sont listés dans l'onglet, avec la possibilité d'y aller, d'afficher directement le champ. Donc on a une visibilité sur les champs qu'on trouve dans les différents onglets. Et autre chose, la barre ici est fixe, c'est-à-dire que même si vous avez une grande grille, vous avez toujours accès aux options et aux actions possibles sur la grille, notamment à l'enregistrement. Il n'y a pas besoin de remonter tout en haut. Voilà. Donc ça, modification. Vous verrez aussi qu'on a une petite modification dans la présentation des valeurs autorisées. Vous voyez que ça a changé. On a un tableau désormais filtrable et triable. Donc on peut rechercher les listes de valeurs autorisées, ajouter des valeurs et voir le contenu. Donc après, là, ça change pas vraiment. On peut filtrer, trier et exporter les valeurs autorisées. Une information, si je reviens sur le catalogue, peut-être ça, on a des champs supplémentaires dans la base de données pour le sous-titre, le type de ressource et le numéro de partie. Donc dans la table biblio, pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu la structure de Koha, ça veut dire qu'on va avoir des informations sous-titre, type de ressource, et donc type de ressource c'est le 200$ et numéro de partie qui pourront être affichés à des endroits où ils ne l'étaient pas pour l'instant, donc dans la liste des prêts ou dans la table des réservations par exemple, et que ça peut simplifier aussi certains rapports SQL puisqu'on a des champs dédiés pour ça. Paul, tu me coupes, mais j'ai encore plein de trucs à dire en fait. Je ne t'ai pas coupé. Non, 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 mais Non, 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 c'est non. une question parce que je vois l'heure qui tourne. Ah non, non, continue. Si certains ont des contraintes horaires, ils peuvent nous quitter, mais on va continuer à dire les choses. Je pense que les gens sont euh, intéressés par ce que tu dis, donc voilà, ça va durer un peu plus longtemps que les 45 minutes initialement prévues. Voilà. Juste, il y a eu 2 questions entre-temps. Les adhérents, est-il prévu une fonction de regroupement des prêts pour une famille sur les lettres de rappel? Pas à ma connaissance. Par contre, on Moi a non fait plus. un développement qui permet d'envoyer les relances aux garants. Qui permet C'est d'envoyer les intéressant. lettres de relance aux garants avec le contenu des retards des enfants. D'accord. Et Claude demande si l'alerte sur les emprunts précédents marche aussi si l'ancien emprunt est vieux et a été anonymisé. La réponse est non. La réponse est non, Oui, ça marche que dans la mesure où que c'est pas anonymisé. voilà. Ouais. Bah oui, ça ne me surprend pas. Donc oui, effectivement, ça marche pas pour les très vieux. Est-ce que les modifications de la grille par défaut pourront être apportées sur nos propres grilles de catalogage? De quelles modifications parlez-vous? Si c'est la présentation graphique que Laurence a montrée, C'est oui. oui, quand vous serez mis à jour, il n'y a rien à faire, ça sera automatiquement la Oui, nouvelle manière de présenter. Oui, donc il n'y oui, a rien à faire. Quand vous serez en 19.11, vous aurez automatiquement euh, cette nouvelle présentation. oui. Je te rends la parole, Laurence. Oui, alors je vais passer sur les outils, parce que dans les outils, pour la modification par lot et les traitements par lot des notices bibliographiques, on a désormais la possibilité de choisir les notices, enfin de modifier les notices qui sont présentes dans une liste. Donc en modification de notices par lot ou en suppression de notices par lot, l'interface change un petit peu. On peut toujours télécharger un fichier de numéros, on peut toujours saisir, mais dans un autre onglet cette fois, une liste de numéros de notice, et on peut sélectionner une liste. Donc sélectionner une liste, sélectionner un modèle, et donc faire une modification par lot sur le contenu de la liste. Donc ça, c'est une nouveauté.
de la version. Et dans les outils, je reparlerai un petit peu des modifications par lot tout à l'heure avec les rapports, mais dans les outils, il y a une évolution dans le module annonce. Donc ça, c'est pour les personnes qui utilisent l'OPAC de Koha. Dans le module annonce, en fait, on peut définir maintenant les zones de personnalisation de Koha, enfin certaines zones de personnalisation de l'interface Koha, donc sur l'interface de l'OPAC, pardon. Donc sur l'OPAC, ceux d'entre vous qui utilisent l'OPAC, il y a un certain nombre de zones qui sont paramétrables dans lesquelles on peut rajouter du texte. Ici, les zones de gauche, la zone de droite, qui sont gérées actuellement par des préférences système. Et peu à peu, si vous voulez, plus de détails, il y a la présentation de Arthur de la semaine dernière qui est disponible voilà. sur Et donc YouTube. peu à peu, ces zones-là vont être transformées, vont être déplacées des préférences système vers les annonces. Et dans la version 19.11, on a une première zone qui est déplacée, c'est Opac Nav Right, qui est la zone qui s'affiche à l'OPAC ici, là. Alors pourquoi ce déplacement? Tout simplement parce que ça va permettre de gérer mieux les traductions, notamment d'avoir des contenus différents sur les différentes, si on a des OPAC dans différentes langues. Donc ici, si j'ajoute une nouvelle annonce en localisation, je peux toujours choisir interface professionnelle. Et puis après, selon la langue de l'OPAC, vous voyez que j'ai OPAC Nav. Je retrouve ici mon ex-préférence système qui est ici, et donc je peux ajouter du contenu. Je ne prends pas le temps d'afficher quoi que ce soit, mais qui va se positionner dans la partie droite de l'OPAC. Donc on peut ajouter ainsi du texte HTML et on peut avoir un contenu personnalisé selon les langues. Donc pour l'instant, il y a une seule préférence système qui est déplacée, mais à terme et peu à peu, elles le seront toutes. Dans les informations diverses que je ne vais pas montrer, mais que je vais lister quand même un peu rapidement, donc il y a des améliorations sur Elasticsearch, notamment la possibilité d'activer ou non des facettes. Des facettes. Alors, ce n'est pas encore la possibilité de définir les facettes qu'on veut pour les indexes qu'on veut. C'est activer ou désactiver les facettes qui sont déjà préexistantes dans Koha, donc auteur, titre, etc. On peut aussi maintenant, on va pouvoir activer des index à l'OPAC ou côté pro, ou désactiver des index à l'OPAC ou côté pro. On a également une nouvelle fonctionnalité qui permet de proposer un mode test pour les notifications. Donc ça, c'est peut-être plutôt en début de projet. Pour tester l'envoi des notifications, une préférence système permet maintenant d'indiquer une ou plusieurs adresses email vers lesquelles toutes les notifications sont redirigées en phase de test. Donc ça évite de spammer les adhérents, ce qu'on évite de faire, et de tester malgré tout en conditions réelles les relances. Il y a une fonctionnalité OpenURL, donc tout un ensemble de préférences système OpenURL qui vous permettent, si vous avez un résolveur de liens, d'activer au niveau de l'OPAC des liens de rebond vers le texte intégral ou vers les ressources de vos fournisseurs de ressources en ligne. Toute petite amélioration, les types de documents, donc les types de prêts qu'on gère au niveau de l'administration ici peuvent être désormais limités par bibliothèque, donc limités par site, de la même façon que le sont déjà les valeurs autorisées. Voilà, on peut aussi maintenant désormais faire en sorte qu'un mail est envoyé à la bibliothèque quand une suggestion d'achat est faite. Donc ça, c'était les petites modifications que je ne vous montre pas. Au niveau de l'OPAC, il y a une nouvelle fonctionnalité qui se gère encore une fois par préférence système, qui permet à un lecteur, ici ça s'appelle envoyer vers l'appareil, donc qui permet d'afficher un QR code pour le document et donc qui permet à un lecteur qui consulterait le catalogue sur un ordinateur, dans la bibliothèque ou ailleurs, de scanner sur son mobile
le QR code et d'embarquer sur son téléphone la référence du document qui l'intéresse. Et je vais finir par les rapports, des améliorations au niveau du module rapport. Donc les rapports SQL, on parle des rapports sauvegardés ici, et notamment on peut désormais rebondir vers les modifications par lot des exemplaires, c'était déjà le cas, des notices bibliographiques et des adhérents quand on fait un rapport. Donc ici j'ai un rapport tout basique qui s'appelle le lecteur, que je vais exécuter. Et à partir du moment où vous avez un rapport qui vous sort le numéro de code barre, le numéro de carte du lecteur, vous voyez qu'on peut faire des opérations par lot. On a un nouveau bouton ici qui permet de basculer vers la modification par lot. Donc ici, j'ai sorti des numéros de carte, donc c'est de la modification d'adhérents par lot. Attention, prudence, les opérations par lot sont toujours initiées à partir du nombre de résultats qui est visible. Donc ici, j'ai 20 réponses par page, c'est pour ça que c'est rappelé là. Les opérations par lot, elles vont se faire avec les 20 notices visibles. Si je veux faire sur tout, il faut que je change mon affichage pour afficher la totalité ou pour afficher plus. Si je veux faire la modification sur l'ensemble. Voilà, à ce moment-là, j'en ai toujours que 100 là. Ah oui, parce que j'ai 100 réponses dans ma... Voilà. Et donc à ce moment-là, là, je vais avoir l'opération par lot visible sur la totalité. Alors si on jette un petit coup d'œil à la requête, là, c'est... Ah, il l'a modifié. Voilà, on peut, donc on sélectionne le numéro de carte et on peut indiquer un nom ici. Si je reviens au rapport, on a des choses un petit peu équivalentes du coup lorsqu'on fait des recherches sur les exemplaires ou les notices bibliographiques. Avec ici quand même quelque chose qui va sans doute intéresser ceux d'entre vous qui font les rapports. On peut donner la possibilité de rechercher sur tous. Jusqu'à présent, on ne pouvait que sélectionner. Maintenant, on a le tous. Alors, on n'a pas encore le aucun, voilà, mais on a le tous. Porte. Voilà. Et donc, les opérations par lot, cette fois-ci, toujours sur le nombre de résultats qui est affiché ici, qui me permettent, dans la mesure où j'ai demandé des numéros d'exemplaires et des numéros de notices, qui me permettent de rebondir vers la modification ou suppression d'exemplaires par lot, ou la modification et suppression de notices par lot. Fonctionnalité supplémentaire, on peut directement ajouter les notices à la liste. Voilà. Donc, on peut constituer une liste à partir d'un rapport SQL. À partir d'un rapport. Et sur les rapports, il y a aussi une nouvelle fonctionnalité, enfin celui-là, une évolution qui concerne la création des graphiques en fait. Pour ceux d'entre vous qui créent des graphiques. Donc par défaut, quand on crée un graphique ici, on va ne prendre que les résultats qui sont affichés. Donc encore une fois, si je crée un graphique à partir de là, ça va être sur les 20 premiers résultats. Par défaut, je n'ai pas d'autres possibilités. Et donc on a une nouvelle fonctionnalité qui permet de préciser qu'on veut toutes les données pour le graphique. Donc là, ça s'appelle en anglais là. Et à ce moment-là, une fois que j'ai choisi, j'ai cliqué pour choisir de prendre toutes les données pour le graphique, le bouton disparaît, c'est pas forcément le plus ergonomique à mon avis, mais bon, le bouton disparaît et si je fais à nouveau créer un graphique, cette fois-ci, j'ai l'ensemble des données qui sont prises. Voilà, donc le petit point d'attention, en fait, c'est on
On peut faire des opérations à partir des résultats de rapport SQL, donc modification par lot, création de graphique. Prudence à chaque fois, parce qu'on ne prend en compte par défaut que ce qui est affiché et pas l'ensemble des résultats. Ben voilà, j'ai fini de vous montrer tout ce que je voulais vous présenter ce matin. Il y a plus de choses dans les documents que je vous ai pointés au début, là sur doc.biblibre.com, et la totalité, c'est sur le site Koha communautaire, l'intégralité des release notes. Bon, ben écoute, merci beaucoup Laurence. Il n'y a pas eu de questions sur le chat depuis les dernières questions que je suis transmises. Donc, si quelqu'un a une question à poser, il a quelques secondes pour la mettre sur le chat. Sinon, je vais terminer d'enregistrer cette présentation et je la mettrai à disposition sur YouTube. J'enverrai, comme je l'ai fait la semaine dernière, un mail avec le récapitulatif, avec l'adresse pour consulter cette présentation, pour ceux qui veulent y revenir. Vous avez dû voir qu'on a annoncé 3 autres webinaires comme celui de la semaine dernière et celui d'aujourd'hui. La semaine prochaine, c'est sur Urungi, et les 2 semaines d'après, donc le logiciel pour faire des statistiques et des tableaux de bord. Et les 2 semaines suivantes, ce sera sur Planning Biblio, un logiciel que nous supportons aussi depuis maintenant 2 ans, qui permet de gérer la planification de services publics pour les agents de la bibliothèque. Attention, on avait annoncé vendredi prochain et puis jeudi, les 2 semaines d'après, on va décaler les présentations à mercredi. Les 3 prochaines présentations auront lieu le mercredi de 10h30 à 11h15. Pour des questions de contraintes d'agenda et de collision de rendez-vous chez nous, on décale tout de vendredi prochain et les 2 jeudis d'après. Les 3 prochaines seront le mercredi à 10h30. Voilà, bon, ben, il me reste à remercier chacun d'être venu et à remercier infiniment Laurence de cette présentation. Et puis je vous dis, pour certains d'entre vous, à la semaine prochaine.